Comme il a été dit à plusieurs reprises, le tourisme est un secteur économique majeur pour la France en termes de balance commerciale et d'emploi. Cette activité pèse à peu près 2 millions d'emplois directs ou indirects et un peu plus de 6% du PIB. Elle nous offre aussi, il est vrai, un rayonnement international. Un rayonnement tout de même qui pourrait s'écorner si notre pays continue de perdre chaque année une part du marché mondial malgré l'accroissement des flux des voyageurs dans le monde. Face au clignotant qui s'allume, il est nécessaire de moderniser et d'adapter l'offre touristique française aux nouvelles exigences des consommateurs. Il est nécessaire de donner les moyens pour rivaliser avec nos principaux concurrents internationaux. Il est nécessaire d'être en anticipation et non en réaction. Il est nécessaire tout simplement de ne pas s'endormir sur nos lauriers. Je pense bien sûr à la modernisation du critère de classement hôtelier, à l'extension de l'échelle de classement. Je crois que cette approche plus qualitative qui intègre de nouvelles attentes de tourisme international sonne juste. Je salue également votre souhait de faciliter et de développer l'utilisation des chèques vacances. La diffusion de ce dispositif et l'assouplissement des règles en faveur des entreprises de moins de 50 salariés n'avaient que trop tardé. Mais au-delà de ces 2 points, et si on écarte les transpositions de directives européennes, que reste-t-il réellement dans ce projet de loi? Il reste d'abord une constante ambiguïté. Ambiguïté entre modernisation affichée et recherche d'économie. 2 exemples. Le regroupement en un seul organisme d'Audit France et de la Maison de la France est-il vraiment réalisé que dans un seul but d'unicité d'action? Permettez-moi d'en douter. Nous avons là tous les critères d'une réforme de type RGPP, consistant d'abord à rechercher des économies derrière une façade d'efficacité. La mutualisation annoncée des moyens est-elle un outil ou une excuse? Loin de moi de vous faire un procès a priori, mais convenez tout de même que de démarrer dans une telle opacité de moyens et de stratégie légitime les inquiétudes des professionnels et donc les nôtres. Et vous le savez aussi que dans le contexte actuel et au regard de la dernière loi de finances, on est en droit de s'inquiéter. Le 2e exemple, pour illustrer toujours cette même ambiguïté, porte sur la procédure du classement hôtelier. Jusqu'à présent, le préfet attribuait le classement après avis de la commission départementale d'action touristique, avis pris au vu d'un rapport de visite effectué par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Désormais, les visites seront effectuées non plus par les services de l'État, mais par des organismes privés, des organismes certes accrédités par le Comité français d'accréditation, mais des organismes privés quand même, donc payants. Ainsi, sous couvert de modernisation, l'État se désengage de cette charge d'évaluation. Il en fait payer le coût par l'établissement demandeur. Si ce n'est pas une recherche d'économie, ça y ressemble quand même beaucoup. Des pans entiers de problématiques du tourisme ne sont pas abordés. Je pense à la petite hôtellerie indépendante et saisonnière qui connaît de plus en plus de difficultés, au statut, aux conditions de travail et d'hébergement des saisonniers, au tourisme social, aujourd'hui en quête d'identité. Je pense à l'insuffisance de l'offre d'hébergement pour le tourisme solidaire, familial, jeune et associatif. Je pense enfin au manque de réflexion sur l'accessibilité des régions touristiques en termes d'infrastructures et de services de transport. À défaut de réel engagement de l'État, ce sont encore une fois les collectivités territoriales qui devront assumer la stratégie et les investissements en matière d'accueil de tourisme à vocation sociale. Monsieur le ministre, le tourisme est aussi un élément d'aménagement du territoire, d'aménagement ou de destruction lorsque les intérêts marchands portent sur la protection et la valorisation du patrimoine environnemental. Nous le savons tous, le tourisme n'est pas seulement affaire de classement hôtelier, d'attractivité internationale ou de toilettage de nos réglementations obsolètes. Il a aussi une dimension sociale,
humaine et environnementale. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, Monsieur le Ministre, ce texte est bigrement minimaliste au regard des enjeux et des problématiques du tourisme français. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Organisation mondiale du tourisme prévoit pour les 20 prochaines années un triplement des flux touristiques internationaux et leur doublement en Europe. Votre projet de loi reste aussi trop partiel. Il favorise une partie des professionnels du tourisme, il fait l'impasse sur de nombreuses problématiques, il ne s'adresse pas suffisamment aux plus défavorisés. Mais surtout, Monsieur le Ministre, c'est un texte alibi, un de plus. Vous vous en servez pour faire passer au dernier moment, par le biais d'amendements du gouvernement, de nouvelles dispositions plus ou moins liées au texte initial. Des dispositions loin d'être neutres financièrement et socialement parlant, des dispositions qui illustrent une fois de plus votre sempiternelle ligne de flottaison douteuse entre secteur public et secteur privé, des dispositions qui nous engagent sans grande concertation préalable. Ainsi, l'article 13 ter, il prévoit de façon surprenante, y compris dans les rangs de la majorité, que le financement de stades privés est désormais d'intérêt général. Pourquoi cet article dans ce texte ? Mais je souhaite surtout mettre l'accent sur un autre amendement du gouvernement. Il s'agit de l'article 10 bis A qui accélère dans la précipitation la mise en place de la TVA à 5,5 pour la restauration, alors que cette disposition était initialement prévue pour janvier 2010. Selon vos propres estimations, le coût de cette mesure s'élèvera à 3 milliards d'euros en année pleine. En enlevant les allégements de charges qui seront supprimés au 1er juillet, le coût pour les finances publiques sera au minimum de l'ordre de 2,5 milliards d'euros chaque année. Vous conviendrez avec moi que 2,5 milliards d'euros de suppression recettes fiscales, c'est considérable, surtout si l'on tient compte de la situation désastreuse de nos finances publiques. Le ministère de l'économie avait préconisé avec sagesse un taux entre 10 et 12%. Et je sais. Avec de tels montants en jeu, on est en droit d'exiger des négociations réelles pour l'amélioration de la filière restauration, pour les créations d'emplois, pour la revalorisation des salaires des personnels et la baisse des prix pour les consommateurs. Monsieur le ministre, vous nous parlez d'un contrat d'avenir signé avec les organisations professionnelles dans le cadre des États généraux de la restauration. États généraux qui, soit dit en passant, ont été boycottés par les 5 grandes confédérations syndicales, faute d'avoir obtenu des garanties suffisantes sur les contreparties. Ce contrat d'avenir est peut-être plein de bonnes intentions, mais en réalité, personne ne croit réellement à son impact en raison d'un donnant-donnant dont il sera difficile de mesurer le respect. Nous ne sommes pas les seuls à être sceptiques. Selon un récent sondage, plus de la moitié des Français pensent que cette diminution de la TVA n'aura pas d'incidence durable, ni sur les prix, ni sur les salaires, ni sur l'emploi. Pour nous, des négociations réelles et sérieuses sont donc un préalable indispensable. Et cela passe obligatoirement et dès maintenant par un accord de branche et non par une sympathique charte sur l'avenir. Accord de branche qui fixera précisément l'utilisation de ces 2,5 milliards d'euros annuels en faveur de la revalorisation des salaires, en faveur de l'amélioration de la protection sociale des salariés, en faveur des prix. Ceci est un préalable incontournable. Nous demandons des garanties sérieuses pour que sa mise en œuvre serve utilement à la filière, à ses salariés et aux consommateurs. Faute de garanties, et notamment d'accords de branche, nous ne pourrons pas vous suivre dans cette orientation. Dans la situation alarmante de nos finances publiques, n'avoir comme contrepartie que des conditions, des intentions d'un simple contrat d'avenir n'est pas admissible. Ce serait une faute face au déficit public, une faute face à l'augmentation du chômage, une faute face à la baisse du pouvoir d'achat. Je souhaite que nous puissions nous retrouver sur ce point avant toute discussion du texte. Pour conclure, Monsieur le Ministre, s'il y a dans ce projet de loi, des aspects positifs que j'ai soulignés, en revanche, il ne prend pas assez en compte
les profondes transformations du secteur touristique, liées notamment à la mondialisation des échanges commerciaux, au fractionnement et à la diversification des types de séjours, et également aux nouvelles technologies de communication. Monsieur le ministre, ce n'est pas les uns contre les autres, ni les uns sans les autres, que les acteurs du tourisme pourront assurer le développement touristique de notre pays. Mais surtout, l'ajout dans la précipitation d'amendements du gouvernement, parfois très discutables, en fait un texte alibi qui perd au fil du temps de la part de son crédit initial.